Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode de Plus belle la vie, encore plus belle d'une intensité bouleversante, où chaque seconde compte, où chaque choix peut tout faire basculer. Samuel est au bord du précipice. Rongé par la douleur, terrassé par l'addiction, il entame une descente aux enfers dont il pourrait ne jamais revenir. Entre hallucinations, sueur froide et solitude abyssale, il touche le fond. Jusqu'au moment où tout pourrait basculer dans l'irréparable. Va-t-il appuyer sur la détente? Jennifer parviendra-t-elle à temps pour le sauver? Gabriel et Idriss réussiront-ils à empêcher le pire? Et pendant que Samuel lutte contre ses démons, un autre couple emblématique vacille, Babette et Patrick. Babette ose enfin affronter la vérité. Le moment de la confession est arrivé. Son aveu déchirant à Mathieu pourrait bien sauver ou détruire son mariage. Enfin, au pavillon des fleurs, Luna fait face à un nouveau front, un voisin vindicatif, prêt à tout pour détruire l'équilibre de l'association. Quand la solidarité se heurte à l'intolérance, la tension monte d'un cran jusqu'à l'intervention de la police. Entre tragédie intime, décisions déchirantes et conflits explosifs, cet épisode s'annonce comme un tournant majeur dans la série. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous couper le souffle. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, l'heure est à la lutte intérieure et aux choix déterminants. Tandis que les fondations du couple Nebou vacillent dangereusement, Samuel, lui, se retrouve au bord du gouffre. Après avoir flirté avec l'illégalité et mis en péril sa carrière, sa santé et son couple, il est désormais à un tournant décisif, se détruire totalement ou se battre pour s'en sortir. Samuel perd totalement le contrôle. C'est un Samuel méconnaissable que l'on retrouve en ce début de journée. Enfermé dans sa chambre, en sueur, les mains tremblantes, le regard halluciné, il entame sa première journée de sevrage. Les effets du manque ne tardent pas à se faire sentir, frissons violents, douleurs musculaires aiguës, insomnie, angoisse, respiration difficile, son corps le lâche, son esprit vacille, et la tentation de replonger n'a jamais été aussi forte. Mais Samuel n'est pas seul. À ses côtés, un pilier solide veille sans relâche, Gabriel, son cousin. Conscient de la gravité de la situation, Gabriel a choisi de l'épauler à chaque étape. Il l'aide à s'hydrater, lui parle, le garde éveillé, et surtout, il le soutient sans le juger. Au plus fort de la crise, alors que Samuel gémit de douleur et supplie que cela s'arrête, Gabriel s'agenouille à ses côtés et lui dit, d'une voix ferme mais tendre. Tu peux être fier de toi. Tu as fait le bon choix. C'est très courageux ce que tu es en train de faire. Ces mots, simples mais sincères, frappent Samuel en plein cœur. Malgré la souffrance, malgré la honte, une larme silencieuse roule sur sa joue. Il sait que la route sera longue, mais pour la première fois depuis des semaines, il entrevoit la possibilité d'une rédemption. Un premier pas vers la lumière, aussi fragile soit-il. Pendant ce temps, au Mistral, Jennifer traverse une tourmente intérieure aussi douloureuse qu'inattendue. Depuis qu'elle a découvert la vérité sur Samuel, qu'elle l'a surpris avec des opioïdes et qu'elle a compris l'ampleur de son addiction, elle s'est éloignée. Choquée, blessée, désorientée, elle avait besoin de mettre de la distance pour se protéger. Mais cette décision, qu'elle croyait juste, commence à la ronger de l'intérieur. Seule dans son appartement, le téléphone à la main, elle relit les nombreux messages que Samuel lui a envoyés depuis son départ. Des textos courts, parfois confus, parfois suppliants, mais tous empreints d'une détresse sincère. Il lui demande pardon, lui explique qu'il a entamé un sevrage, qu'il essaie de se reprendre en main. Il lui écrit qu'il l'aime, qu'il a besoin d'elle, qu'il ne peut pas y arriver seul. Et malgré la colère, malgré la peur, Jennifer sent la culpabilité l'envahir peu à peu. Elle s'en veut. De ne pas avoir vu les signes plus tôt. De ne pas avoir compris que derrière l'agressivité, les absences et les silences, il y avait surtout une immense douleur. Elle repense à ses doutes, à ses reproches, à ce moment où elle a choisi de partir alors que peut-être, au fond, Samuel l'appelait à l'aide. Elle se sent déchirée entre deux émotions contraires, le besoin de se protéger d'un homme instable, et le désir profond de l'aider à se relever. Assise sur son lit, les yeux brillants, elle murmure. Et s'il retombait parce que je ne suis pas là? La question la hante.
Elle sait que sa présence pourrait faire une vraie différence. Mais peut-elle lui faire à nouveau confiance? Peut-elle l'aimer sans s'oublier elle-même? Peut-elle soutenir un homme qui l'attend déçu sans replonger avec lui dans ses ténèbres? La tentation de répondre à ces messages est forte. Très forte. Mais Jennifer hésite. Ce n'est pas seulement une question de pardon, c'est un choix de vie. Et au Mistral, tous les regards sont tournés vers elle, car c'est peut-être de sa décision que dépendra, en partie, la guérison ou la chute définitive de Samuel. Plus tard dans la journée, au cabinet médical, l'angoisse prend une tournure bien plus grave. Alors que Jennifer tente de garder la tête haute malgré les messages sans réponse de Samuel, Gabriel entre dans la pièce avec le visage fermé, visiblement préoccupé. Il lui annonce, d'une voix tendue. Samuel a disparu. Il a quitté l'appartement ce matin, il n'a pas donné signe de vie depuis. Son téléphone est éteint. Jennifer blêmit. Son cœur se serre brutalement. Elle attrape immédiatement son propre téléphone et tente de le joindre, les mains tremblantes. Mais à peine l'appel lancé, elle tombe sur le répondeur. Cette fois, ce n'est plus seulement de l'inquiétude, c'est de la peur. Une peur profonde, viscérale. Quelque chose ne va pas. Elle le sent. Son esprit se met à tourner à toute vitesse. Elle pense au sevrage difficile, à la détresse qu'elle a vue dans ses yeux, à son regard perdu, à ses excuses désespérées. Et une idée, noire, s'impose à elle comme une évidence. D'une voix haletante, elle se tourne vers Gabriel. Il faut vérifier. L'arme. Son arme de service. Tu peux aller voir si elle est toujours dans l'appartement? Gabriel comprend immédiatement. Lui aussi pense à l'impensable. Il hoche la tête sans un mot et part précipitamment. Jennifer reste seule, pétrifiée, fixant son téléphone comme si un miracle pouvait survenir. Les secondes deviennent des heures. Et dans son silence, une certitude monte, Samuel est au bord du précipice et elle ne peut plus rester spectatrice. L'épisode à venir s'annonce bouleversant. Le destin de Samuel est désormais suspendu à un fil. Va-t-il commettre l'irréparable? Jennifer arrivera-t-elle à temps? Au Mistral, l'heure est à la course contre la montre. Au même moment, dans un coin reculé de la ville, à l'abri des regards, Samuel est assis seul dans sa voiture. Le moteur est coupé, le silence est pesant, presque irréel. L'intérieur du véhicule est plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par la lumière blafarde de l'écran de son téléphone. Son visage est marqué par l'épuisement, les traits tirés, le regard vide. Ce n'est plus le médecin solide et rassurant que tous connaissaient. C'est un homme brisé. Ses doigts tremblants tapent un dernier message à Jennifer. Quelques mots chargés d'une gravité silencieuse. Je suis désolé. Je n'en peux plus. Puis, il fixe l'écran quelques secondes, comme s'il espérait une réponse immédiate, un signe, une main tendue. Mais rien ne vient. Il laisse échapper un soupir, le souffle court, coupé par l'émotion. Ses yeux s'embrument. Lentement, il se penche vers la boîte située entre les deux sièges. Il l'ouvre et sa main se referme sur son arme de service. Le métal froid contraste brutalement avec la chaleur de sa peau en sueur. Il la regarde longuement, presque avec détachement, comme s'il ne réalisait pas encore pleinement ce qu'il s'apprête à faire. Le poids de l'arme dans sa main semble symboliser tout ce qu'il ne peut plus porter, la honte, la douleur, la solitude, l'échec. Son doigt se pose lentement sur la détente. Le silence est total. Le temps semble suspendu. Est-il sur le point de commettre l'impensable? Au même moment, Jennifer, alertée par son intuition, ses regrets et la peur, est peut-être la seule à pouvoir encore faire reculer Samuel du bord du gouffre. Le destin se joue maintenant à la seconde près. Un geste, un mot, un appel pourrait tout changer. Ce moment marque l'un des instants les plus poignants et dramatiques de Plus belle la vie, encore plus belle. Un homme seul face à sa douleur. Une femme rongée par l'amour et le remords. Et au milieu, cette question brûlante, arrivera-t-elle à le sauver? Alors que la tension monte au Mistral, Idriss et Morgane arrivent au cabinet médical avec le visage grave.
Prévenus de la disparition inquiétante de Samuel et des doutes croissants sur son état mental, ils viennent recueillir les premiers témoignages. Face à eux, Jennifer et Gabriel livrent des informations essentielles, encore sous le choc. Jennifer leur explique que Samuel lui a envoyé un message alarmant, empreint de détresse, quasi désespéré. Gabriel, de son côté, leur confirme que l'arme de service de Samuel a disparu de l'appartement. L'inquiétude devient aussitôt une urgence. Idriss prend les choses en main. En consultant les derniers mouvements internes, il découvre un détail crucial: Samuel a emprunté un véhicule de service plus tôt dans la journée. Il ne l'a pas signalé, et aucun retour n'a été enregistré. Immédiatement, Morgan et Idriss accèdent à la balise GPS installée dans tous les véhicules du corps médical et policier. Un signal apparaît, isolé, en périphérie de Marseille, dans une zone peu fréquentée. Idriss comprend que chaque seconde compte. Il jette un regard à Gabriel, qui est déjà prêt à le suivre. Sans perdre un instant, les deux hommes quittent le cabinet en trombe, direction le lieu où se trouve Samuel. Pendant que Morgan reste sur place pour soutenir Jennifer, Idriss et Gabriel foncent à travers les rues de Marseille, le regard tendu, la peur au ventre. Le silence dans la voiture en dit long, ils savent tous les deux qu'il pourrait arriver trop tard mais qu'ils n'ont pas le droit d'abandonner. Samuel, seul dans son véhicule, est peut-être à quelques secondes de l'impensable. Mais quelque part sur cette route, un espoir demeure. Une main tendue. Une voix connue. Une présence qui pourrait encore faire pencher la balance. La course contre la montre est lancée. Et l'issue reste suspendue à un souffle. Sur le parking désert où le GPS les a menés, Idriss et Gabriel freinent brusquement. Devant eux, dans la lumière froide du matin, Samuel est là. Assis dans son véhicule, l'arme de service braquée contre sa poitrine, le regard perdu, absent. Il semble suspendu entre deux mondes, celui qu'il s'apprête à quitter, et celui qu'il ne sait plus comment affronter. Sans attendre, Idriss s'avance lentement, les mains bien visibles, la voix douce mais ferme. « Samuel, regarde-moi. Tu vaux tellement mieux que ça. » À ses côtés, Gabriel reste figé, retenant son souffle, le cœur battant à tout rompre. Chaque mouvement, chaque mot compte. Idriss continue, avec cette sensibilité rare qu'il réserve à ceux qu'il estime profondément. Il évoque le médecin brillant qu'il a été, le collègue loyal, l'ami fidèle, et surtout l'homme en souffrance qui a eu le courage de commencer un sevrage. Il ne le juge pas. Il tend la main. Peu à peu, les épaules de Samuel s'affaissent. Ses mains tremblent. Son regard se trouble. Et dans un silence lourd, il relâche l'arme. Elle tombe doucement sur le siège passager. Gabriel s'approche alors et s'empare de l'arme en toute sécurité. Samuel éclate en sanglots dans les bras de son cousin. Le pire a été évité. Cette fois. Mais pour combien de temps? Car si Samuel est hors de danger immédiat, le chemin vers la reconstruction ne fait que commencer. Et l'ombre de la rechute plane encore. Il aura besoin d'aide, de soins, de vigilance et surtout, d'amour. Babette prend une décision importante. Pendant ce temps, au Mistral, une scène de calme apparent s'installe dans la cuisine des Nebout. Autour du petit déjeuner, Babette et Patrick affichent un sourire complice, presque trop parfait. Ils rient ensemble, se frôlent du regard, comme s'ils voulaient effacer les dernières tensions. Leur fille Léa les observe, attendrie. Puis, dans un élan sincère, elle lâche. On dirait que vous venez de vous rencontrer. Ça me rassure de me dire que vous deux, c'est pour la vie. Un silence s'installe. Le sourire de Babette se fige légèrement. Celui de Patrick aussi. Car derrière cette belle image de couple uni, les blessures sont encore vives. Babette pense à Mathieu. À ce baiser. À cette faille qu'elle n'a pas encore eu le courage d'affronter pleinement. Ce moment agit comme un électrochoc. En voyant l'innocence dans les yeux de sa fille, Babette prend conscience de ce qu'elle risque de détruire si elle continue à fuir la vérité. Elle ne peut pas faire semblant. Pas avec Patrick. Pas avec elle-même. Plus tard dans la journée, Babette prend donc une décision importante, elle demande à Patrick qu'ils prennent un moment, tous les deux, en tête-à-tête, loin des faux-semblants.
Elle veut parler. Elle veut tout dire. Elle veut affronter ce qu'ils ont évité trop longtemps. Le couple emblématique du Mistral est à un tournant. L'heure de vérité approche. Reste à savoir si leur amour survivra à ce qu'elle s'apprête à avouer. Plus tard dans la journée, alors que le Mistral retrouve son calme habituel, une rencontre discrète mais lourde de sens se joue entre Babette et Mathieu. Ce dernier, visiblement troublé, la retrouve près de la place, là où leurs chemins s'étaient autrefois croisés dans des regards silencieux, pleins de sous-entendus. Mais cette fois, le ton est différent. Mathieu, les mains dans les poches, regarde Babette droit dans les yeux, avec une douceur teintée d'inquiétude. « Tu m'évites depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe ?» Babette prend une profonde inspiration. Elle sait que le moment est venu de mettre un terme à ce qui n'aurait jamais dû commencer. Elle ne détourne pas le regard. Elle ne cherche plus d'excuses. Elle choisit l'honnêteté, même si elle fait mal. Il faut qu'on oublie ce baiser, Mathieu. On s'est laissé aller, c'est vrai. Mais ça a dérapé. Ce n'était pas censé arriver. Mathieu, déstabilisé, encaisse les mots avec une dignité silencieuse. Il comprend que ce n'est pas de la colère, ni du regret fin. C'est une décision. Claire. Ferme. Et définitive. Babette fouille alors dans son sac et sort la fameuse lettre. Celle que Patrick a lue par accident. Celle qui a failli faire imploser son couple. Elle l'attend à Mathieu, sans violence, mais avec une forme de respect. Tiens, je pense que tu devrais la reprendre. Elle t'appartient. Mathieu hésite, puis prend la lettre, sans un mot. Il comprend que cette page doit se tourner. Que le lien entre eux, aussi fort et vrai fût-il un instant, ne survivra pas au poids du réel. À l'engagement de Babette. À son envie, désormais, de réparer son mariage. Il reste un moment en silence. Puis Babette s'éloigne, sans se retourner. Pas par cruauté, mais pour ne pas vaciller. Elle sait que pour reconstruire avec Patrick, elle doit fermer cette parenthèse. Définitivement. Ce moment marque la fin d'une tentation, mais peut-être le début d'une reconstruction sincère. Une femme tiraillée entre le désir, la culpabilité et la loyauté qui choisit, enfin, d'assumer. Au même moment, au pavillon des fleurs, une toute autre crise couve, bien éloignée des drames intimes que vivent Samuel et Babette. Cette fois, c'est une querelle de voisinage qui vire à l'affrontement ouvert. Depuis l'arrivée de Monsieur Privat, un nouveau résident fraîchement installé dans l'immeuble, les rapports de voisinage sont devenus électriques. L'homme, rigide, intransigeant et passablement méprisant, semble ne tolérer ni la solidarité, ni l'animation propre au lieu de vie collectif du pavillon. Et Luna en fait immédiatement les frais. Engagée, bienveillante et toujours présente pour les résidents en difficulté, elle représente tout ce que Privat exècre, l'entraide, le bruit des rires, les allées et venues des jeunes, les repas partagés, les musiciens occasionnels dans la cour. Excédé, il finit par porter plainte contre l'association pour nuisances sonores répétées. La situation dégénère rapidement. Ce qui aurait pu être une simple discussion se transforme en esclandre. Privat débarque au pavillon en hurlant, injuriant Luna et exigeant la fermeture immédiate des espaces collectifs. Les résidents s'interposent, les esprits s'échauffent, et Luna tente de calmer les tensions. En vain. Devant la montée de la violence verbale, la police est contrainte d'intervenir. Et c'est là que les choses prennent un tournant plus personnel. Lorsque Privat aperçoit Idriss, présent sur place pour désamorcer le conflit, il l'agresse verbalement à son tour. Il le désigne comme complice, insinuant qu'il n'est pas un vrai policier mais un ami de Luna infiltré pour servir ses intérêts. « Vous n'êtes pas ici pour faire respecter la loi, vous êtes là pour protéger vos petits copains. » Crache-t-il, les yeux injectés de rage. Idriss, d'abord stupéfait, tente de garder son calme. Mais les attaques deviennent vite personnelles, insultantes, à la limite de la diffamation. Luna, choquée, prend la défense de son ami, et l'ambiance devient irrespirable. Le pavillon, lieu de paix et de lien social, est devenu en quelques jours le théâtre d'un conflit de voisinage alimenté par l'intolérance et la suspicion. Une plainte est en cours, des tensions s'installent durablement, et Privat,
bien décidé à faire tomber l'association, semble prêt à tout pour obtenir gain de cause. Mais Luna ne se laissera pas faire et la riposte s'annonce déterminée. Voilà, chers amis, l'épisode qui marque peut-être l'un des tournants les plus sombres et poignants de Plus belle la vie, encore plus belle. Samuel a été sauvé in extremis, mais pour combien de temps? Le chemin vers la guérison sera long, semé d'embûches et il ne pourra l'emprunter seul. Du côté des Nebou, l'honnêteté brute de Babette ouvre une brèche douloureuse mais nécessaire. Son mariage résistera-t-il à cette épreuve? Quant à Luna, elle n'a pas dit son dernier mot face à l'intimidation de Monsieur Privat. La lutte pour préserver l'esprit du pavillon des fleurs ne fait que commencer. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jennifer? Auriez-vous tendu la main ou choisi de vous protéger? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rebondissement à venir au Mistral. À très vite pour un nouvel épisode encore plus fort, encore plus bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle.